Les volcans gigantesques qui se dressent à la surface de Mars, tels l'Olympus Mons, pourraient contribuer par leur chaleur à maintenir de l'eau à l'état liquide. Cela signifierait que des cheminées hydrothermales, semblables à celles en activité sur Terre, pourraient exister aussi sur Mars. Et si des extrémophiles vivent autour des cheminées hydrothermales terrestres, des organismes similaires sont peut-être présents sur la planète rouge. La découverte d'eau liquide à la surface de Mars changerait radicalement la donne. En septembre 2015, la mission Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA nous rapproche de cette éventualité. La sonde orbitale apporte la preuve la plus convaincante à ce jour que de temps à autre, de l'eau à l'état liquide s'écoule actuellement sur Mars. Ce n'est pas une eau pure et transparente. Elle est très trouble et très salée. C'est pour cette raison qu'elle ne s'évapore pas tout de suite à la surface de Mars, malgré la pression atmosphérique très faible qui y règne. De mystérieuses traînées sont observées sur certains reliefs de la planète rouge. Grâce à un spectromètre imageur, des chercheurs y détectent la signature chimique de minéraux hydratés. Ces traînées semblent s'écouler le long des pentes montagneuses les plus raides durant les saisons chaudes, puis s'estompent durant les saisons froides. Cette découverte prouve enfin que de l'eau liquide est bel et bien présente de nos jours à la surface de Mars. Peut-être que dans ces écoulements éphémères d'eau liquide, des organismes microbiens sont parvenus à survivre. Il faudra attendre de futurs véhicules d'exploration martienne pour que ces hypothèses puissent être confirmées. L'état de nos connaissances sur Mars promet d'être bouleversé par les prochaines missions de la NASA et de l'Agence spatiale européenne menées dans le cadre du programme d'exploration martienne. Plus on explore Mars, plus nos découvertes nous incitent à penser qu'à une époque très ancienne, les conditions s'y sont trouvées réunies pour que la vie y apparaisse. Une fois ce constat fait, d'autres questions se posent. La vie est-elle apparue sur Mars? Si oui, à quel endroit? Et après si longtemps, quelles traces peut-il en rester? Le but ultime des missions martiennes est de préparer le terrain pour une exploration humaine de la planète rouge, ce qui représenterait un tournant majeur de notre histoire. La première étape de cet ambitieux programme d'exploration est le projet ExoMars, développé par l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, son homologue russe. La NASA a dû abandonner sa participation du fait de ses difficultés financières. Le premier objectif scientifique de la mission est de rechercher sur Mars d'éventuelles traces laissées par une vie présente ou passée. Le programme ExoMars comprend le lancer de 2 sondes successives. La première mission, ExoMars 2016, est constituée de 2 engins, dont la sonde Trace Gas Orbiter ou TGO, conçue pour être placée en orbite autour de Mars. Une opération menée avec succès en octobre 2016. Le but de cette sonde orbitale est d'étudier l'atmosphère martienne à la recherche de méthane et d'autres gaz qui pourraient être liés à des processus biologiques. Malheureusement, l'autre engin de la mission ExoMars, le module Schiaparelli, s'est écrasé à la surface de Mars. Mais une seconde mission devrait être lancée en 2020. Son véhicule d'exploration sera équipé d'une foreuse capable de creuser le sol martien jusqu'à 2 mètres sous la surface. Il prélèvera des échantillons à différentes profondeurs dans l'espoir de découvrir de l'eau liquide. Il est prévu que la foreuse ne creuse que dans les 2 premiers mètres de dépôt sédimentaire. C'est dans cette couche qu'il est le plus probable de trouver des traces de cellules viables. La NASA lancera son propre programme en 2020. Le véhicule d'exploration de Mars 2020 devra étudier divers types de roches et de sols pour mieux comprendre les conditions régnant autrefois sur Mars
et rechercher des traces anciennes de vie microbienne. L'une de ces tâches consistera à suivre l'évolution de la météo et le comportement de la poussière dans l'atmosphère martienne. Il devra aussi tester la possibilité de générer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone ambiant dans l'optique d'une future exploration habitée. L'une ou l'autre de ces ambitieuses missions pourrait enfin apporter la preuve que la vie est ou a été présente sur Mars. Les premières tentatives d'exploration robotisée du système solaire remontent à 50 ans à peine. En juillet 1965, la sonde Mariner 4 transmet les premières images en gros plan de Mars. Ces images floues ne font apparaître nulle trace de végétation, et encore moins de canaux quadrillant la surface de la planète, comme certains astronomes l'avaient cru autrefois. À cette époque, l'opinion la plus couramment admise est qu'en plus d'être une planète rouge, Mars est une planète morte. La possibilité que de la vie puisse s'y trouver est alors considérée comme infinitésimale. La situation a radicalement évolué depuis 1965, grâce aux progrès extraordinaires de la technologie, qui nous ont permis d'envoyer des sondes toujours plus sophistiquées explorer les astres voisins de notre système solaire. Les trois facteurs essentiels à la vie, énergie, liquide et briques du vivant, sont bien plus répandus que nous ne l'avions cru auparavant. Il ne semble désormais plus si impensable de trouver de la vie ailleurs dans le système solaire. Même s'il ne devait s'agir que de vie microbienne, une telle découverte serait d'une importance majeure pour l'humanité. Cela impliquerait que la vie n'est pas rare dans l'univers et qu'il est raisonnable d'envisager l'existence d'une vie intelligente ailleurs que sur Terre, au-delà des limites de notre système solaire, quelque part dans l'immensité du cosmos. Nous savons déjà que le reste de l'univers abrite une profusion de planètes extraordinaires. Il existe ainsi une planète constituée en grande partie de diamants. Il s'agit de carbone qui, soumis à des pressions extrêmement fortes, s'est compacté jusqu'à former du diamant. La valeur estimée du minerai que contient cet astre est d'environ 26 quintillions d'euros, une somme équivalente au chiffre 26, suivi de 30 zéros. La valeur de la planète de diamant représente ainsi 384 quadrillions de fois celle du produit intérieur brut cumulé de tous les pays du monde. Cette curieuse planète s'appelle 55 Cancri E. Située à 40 années-lumière de la Terre, elle est pourtant visible à l'œil nu, dans la constellation du Cancer. Son diamètre fait le double de celui de la Terre et sa masse est 8 fois supérieure. Bien plus loin de nous, à environ 750 années-lumière du système solaire, une planète encore plus étrange a été localisée dans la constellation du Dragon. Une planète noire. TRES-2b est la planète la plus sombre de tout l'univers connu. Elle ne renvoie qu'1% de la lumière qui l'atteint. Les scientifiques ne savent pas précisément ce qui explique ce phénomène. Sans doute est-ce lié à la présence dans son atmosphère d'éléments chimiques qui absorbent les rayons lumineux. Si nous pouvions la contempler de près, elle nous apparaîtrait comme une boule de gaz presque entièrement noire, tout juste empreinte d'un faible rougeoiement. La surface de cette planète a en effet une température moyenne de 1100 degrés. Cette planète noire est une sorte de gigantesque charbon ardent, ce qui en fait un astre aussi extraordinaire que peu propice à abriter la vie. Parmi les planètes les plus différentes de la nôtre, on peut aussi mentionner l'exoplanète WASP-12b,
qui est située dans la constellation du Cocher, à 870 années-lumière du Soleil. Cette planète est si proche de l'étoile WASP-12 qu'elle a pris la forme d'un œuf sous l'effet de la force des marées de son étoile. Et son atmosphère est arrachée de sa surface au rythme de 189 milliards de tonnes par an. C'est la planète la plus chaude de toute la Voie lactée, et sans doute aussi celle dont la vie sera la plus brève. Elle est si chaude qu'elle a gonflé au point que son atmosphère se déverse directement dans l'étoile. La planète WASP-12b pourrait être entièrement engloutie par son étoile d'ici 10 millions d'années. Ces quelques planètes ne donnent qu'un aperçu infime de l'invraisemblable diversité qui existe dans l'univers. Elles nous font prendre la mesure de toutes les merveilles qu'il nous reste encore à découvrir. Il y a encore 25 ans, nous n'étions même pas certains que des planètes orbitaient réellement autour des étoiles éloignées du cosmos. Nous ne pouvions donc imaginer que de la vie puisse être présente à la surface de l'une d'entre elles. Les premières exoplanètes n'ont d'ailleurs été découvertes qu'en 1992. Cette année-là, 2 exoplanètes ont été localisées à 2300 années-lumière de la Terre. Elles étaient en orbite autour d'un pulsar. À l'époque, cette découverte a eu un retentissement extraordinaire au sein de la communauté scientifique. C'était le premier système extrasolaire identifié à posséder plusieurs planètes. L'une de ces 2 planètes pouvait-elle abriter la vie? Malheureusement, un pulsar est une étoile d'un genre très différent de ce qu'est notre Soleil. Il s'agit en réalité d'un astre issu d'une supernova, un phénomène correspondant à l'explosion des étoiles les plus grandes de l'univers. Un pulsar est le résultat de l'explosion d'une étoile très massive, un objet céleste qui aurait presque pu devenir un trou noir. La découverte de ces 2 planètes est intéressante, mais un pulsar est trop différent d'une étoile normale pour en tirer des conclusions. Un pulsar ne semble pas à première vue constituer l'environnement idéal ou rechercher l'existence de planètes habitables. Les supernovas sont des phénomènes quasi apocalyptiques, capables de vaporiser toute planète ayant la malchance de croiser leur orbite. Un tel monde serait baigné dans un cocktail dévastateur de rayons X et de particules chargées, émises par une étoile dont le rayonnement visible serait si faible qu'il ne ferait régner à la surface de cette planète qu'une très vague clarté. Les chances que la vie émerge dans un milieu aussi singulier et hostile sont donc dérisoires. Mais cette découverte confirme pour la toute première fois l'existence de systèmes planétaires au-delà des limites de notre propre système solaire. Si nous avons localisé 2 exoplanètes à cet endroit, pourquoi ne pourrait-il pas y en avoir d'autres ailleurs? Ce n'est que 3 ans plus tard qu'est identifiée une exoplanète en orbite autour d'une étoile ressemblant davantage à notre Soleil. Cette découverte est significative, car les conditions existantes sur une telle planète sont potentiellement similaires à celles des planètes de notre système solaire. Le 6 octobre 1995, la nouvelle est publiée dans la revue Nature. L'étoile du système en question est 51 Pégasi. Elle est située à 51 années-lumière de la Terre, et la planète qui orbite autour d'elle est une géante. La première planète localisée autour d'une étoile semblable à la nôtre est 51 Pégasi b. C'est une planète très inhabituelle, à commencer par sa taille immense. Elle est plus grande et plus massive que Jupiter, et sa période de révolution est très courte, puisqu'elle fait un tour complet autour de son étoile en seulement 4 jours. Cette découverte, due à 2 astronomes suisses, marque un tournant majeur dans la recherche d'exoplanètes. Depuis, bien d'autres ont été localisées. La recherche de nouvelles exoplanètes a été bouleversée en mars 2009 par une innovation majeure, le lancement par la NASA du télescope Kepler.
Avant la mise en service de Kepler, nous avions découvert l'existence de quelques centaines de planètes au sein de systèmes extrasolaires. Désormais, on en connaît plusieurs milliers, et c'est en cela que Kepler a tout changé. Le télescope spatial Kepler a été spécialement conçu pour observer notre région de la Voie lactée et découvrir des planètes d'une taille similaire ou inférieure à la Terre. Les informations recueillies doivent permettre aux scientifiques de repérer parmi les centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie celles qui seraient entourées de telles planètes. Le principe est très simple, n'importe qui peut le comprendre. Le télescope observe en permanence une même zone du ciel, au sein de laquelle on dénombre 150 000 étoiles. Il suit l'évolution de leur luminosité comme le fait un posemètre en photographie. De temps en temps, la luminosité de l'une ou l'autre étoile va diminuer de manière infime pendant quelques heures, avant de se remettre à briller normalement. Quand cela se produit, c'est qu'une planète est passée devant l'étoile en question. Avec Kepler, nous sommes passés d'une centaine de planètes découvertes à plus d'1 millier, sans compter 3 à 4 000 autres planètes probables, dont on ne peut pas encore confirmer l'existence. Kepler est notre poste d'observation avancé. Il a localisé des milliers d'exoplanètes en attente d'être authentifiées. C'est une véritable machine à trouver des planètes. En 2011, Kepler a effectué le tout premier recensement de la Voie lactée, afin d'estimer combien d'étoiles dans notre galaxie étaient entourées d'une planète semblable à la nôtre. Son verdict ? Autour d'1 milliard. Il existe peut-être 1 million, 1 milliard ou même des centaines de milliards de planètes dans notre Voie lactée capables d'abriter la vie telle qu'elle est présente sur Terre. Sur combien d'entre elles la vie est-elle réellement apparue? On l'ignore. La réponse dépend de la probabilité statistique de la vie à surgir quelque part. Cette profusion de mondes habitables ne signifie pas que de la vie s'y trouve, mais il est vrai aussi que toutes ces planètes sont constituées des mêmes éléments que la Terre. Alors, à moins qu'il se soit produit quelque chose de très improbable sur notre planète, on va trouver de la vie un peu partout. Peut-on estimer quelle proportion de ces planètes pourrait abriter la vie? Afin qu'il y règne une pression atmosphérique suffisante pour que de l'eau liquide se maintienne à leur surface, la distance les séparant de leur étoile doit être comprise dans une fourchette spécifique, appelée zone habitable. La zone habitable nous aide à chercher des planètes comme la nôtre le plus efficacement possible. Bien entendu, la Terre se situe dans la zone habitable de notre système solaire. Les planètes sur lesquelles les conditions sont à peu près comparables à celles de la nôtre sont qualifiées de potentiellement habitables. C'est une zone de juste milieu, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Elle est appelée zone habitable, mais on la désigne parfois sous le nom de zone boucle d'or. Si une planète rocheuse de taille modeste s'y trouve et qu'elle possède de l'eau, cette eau a plus de chances d'être liquide. C'est donc un bon endroit où chercher de la vie. En 2013, des astronomes ont estimé, à partir des données recueillies par Kepler, que dans notre galaxie, 40 milliards de planètes de la taille de la Terre pourraient se trouver en orbite dans la zone habitable de naines rouges et d'étoiles analogues au Soleil. Parmi ces planètes, 11 milliards d'entre elles tourneraient autour d'une étoile telle que notre Soleil, ce qui constitue autant de mondes potentiellement comparables à la Terre. Le 18 avril 2013, les astronomes du programme Kepler annoncent une nouvelle découverte majeure. Pour la première fois, 2 exoplanètes particulièrement semblables à la Terre ont été localisées. Elles sont en orbite dans la zone habitable d'une étoile de type naine orange, du nom de Kepler 62. Ces 2 planètes ont ainsi été baptisées Kepler 62e et Kepler 62f. Elles deviennent aussitôt les planètes où les chances de trouver une vie extraterrestre semblent le plus élevées.
Des examens plus poussés ont établi que de l'eau recouvrait sans doute en grande partie la surface de Kepler 62e et Kepler 62f, voire même en totalité. Kepler 62e a probablement un ciel très nuageux et il y fait chaud et humide jusqu'aux régions polaires. Kepler 62f serait plus froide, mais tout de même potentiellement habitable. Malheureusement, elle se trouve à 1200 années-lumière de nous, dans la constellation de la Lyre. Un an plus tard, en avril 2014, une exoplanète encore plus analogue à la Terre est découverte. Kepler 186f. Kepler 186f est la première planète de taille terrestre à être localisée en orbite dans la zone habitable d'une étoile. Sa découverte rend plus crédible encore l'espoir de trouver dans l'espace un monde à l'image du nôtre. Kepler 186f fait le tour de son étoile en 130 jours et reçoit un tiers de l'énergie lumineuse que le Soleil fournit à notre Terre, ce qui la place près de la limite la plus excentrée de sa zone habitable. Si l'on se tenait à sa surface, l'éclat de son étoile au zénith nous semblerait comparable à la luminosité de notre Soleil 1 heure avant un crépuscule terrestre. Kepler 186f est situé à 492 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Sa découverte constitue un tournant majeur. Kepler 186f est sans doute la planète que je préfère de toutes celles localisées dans le cadre du programme Kepler. Elle est de 10 à 20% plus grande que la Terre et, autant qu'on sache, c'est très certainement une planète rocheuse. En plus, elle est à la bonne distance de son étoile parente et si son atmosphère et l'effet de serre le permettent, il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface. Suite à cette découverte, d'autres planètes potentiellement comparables à la Terre sont localisées. Bien que très proches des caractéristiques terrestres, aucune ne semble cependant être une véritable sœur jumelle de notre planète. Mais grâce à la mission Kepler, l'espoir d'en trouver une un jour est désormais plus grand. Nous savons aujourd'hui que des dizaines de milliards de planètes sont en orbite autour des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons aussi que l'univers recèle des milliards d'autres galaxies. Si l'on considère que dans notre seul système solaire, la vie est présente sur une planète et qu'au moins 4 autres de ces astres en abritent peut-être, la probabilité de trouver quelque part dans l'espace une exoplanète propice à la vie est sans doute très élevée. Mais les découvertes du télescope Kepler ne s'arrêtent pas là. Il nous a aussi fourni des renseignements extraordinaires sur d'autres aspects de l'univers. Il a par exemple trouvé en 2011 une planète en orbite autour de 2 étoiles, et non une seule. Un tel astre porte le nom de planète circumbinaire, et celle-ci a été baptisée Kepler 16b. Kepler 16b est la planète découverte par Kepler que beaucoup de gens préfèrent. Au lieu d'avoir une seule étoile parente, elle est en orbite autour de 2 étoiles à la fois. C'est un phénomène qu'on croyait impossible. Un double coucher de soleil, ça semblait réservé aux histoires de science-fiction. Mais l'univers est plus étrange que ne l'avaient imaginé les scientifiques, et les doubles soleils existent. Grâce aux futurs télescopes spatiaux en attente de lancement, le nombre d'exoplanètes découvertes devrait augmenter de façon spectaculaire au cours des prochaines années. À ce jour, sur le millier d'exoplanètes dont l'existence est confirmée, une cinquantaine se situe dans la zone habitable de l'étoile autour de laquelle elles sont en orbite. Ce sont donc toutes potentiellement des sœurs jumelles de la Terre. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles soient en mesure d'abriter la vie, mais c'est une éventualité. Et en dehors de ces planètes,
il existe une toute autre catégorie de monde où la vie est possible. En 1998, une découverte est effectuée près de l'étoile Gliese 876, une naine rouge située dans la constellation du Verseau, à une distance de 15 années-lumière de la Terre. Une planète géante gazeuse est détectée dans sa zone habitable, la planète Gliese 876b. Trois ans plus tard, une autre géante gazeuse est découverte à proximité, Gliese 876c. La vie, telle que nous la concevons, n'est pas possible sur les planètes géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Mais il est possible que les deux exoplanètes possèdent des satellites habitables, à l'image de Jupiter et de Saturne. Elles faisaient partie des premières planètes découvertes dans une zone habitable. On estime que si elles ont des satellites, il s'agit d'astres rocheux sur lesquels la température permettrait l'existence d'eau liquide. Les satellites et les planètes situées en zone habitable sont ceux où la présence de vie est le plus probable. Mais il n'est pas exclu qu'un astre abrite de la vie en dehors de cette zone. Les conditions que nous avons identifiées sur certains satellites ou certaines planètes ont déjà bousculé ce que nous croyions possible auparavant. La découverte des lacs d'éthane et de méthane sur Titan a ainsi été accueillie avec la plus grande surprise, de même que celle d'eau liquide à la surface de Mars. Ce n'est pas parce qu'une planète est en dehors de la zone habitable qu'elle ne peut pas abriter de la vie. Encelade et Europe, respectivement en orbite autour de Saturne et de Jupiter, ne sont pas dans la zone habitable de notre système solaire. Pourtant, des océans contenant de grandes quantités d'eau liquide sont peut-être présents sous leur surface. Si l'on prend en compte l'éventualité que la vie apparaisse dans des environnements aussi hostiles, alors nous pourrions étendre nos recherches d'exoplanètes bien au-delà des seules zones habitables. Les chances de découvrir une exoplanète remplissant les conditions nécessaires à la vie sont dès lors bien plus élevées. Nous savons déjà que l'étude et l'analyse des planètes et satellites de notre système solaire est une gageure, car ces astres sont situés à plusieurs millions de kilomètres de la Terre. Pour les exoplanètes, cet éloignement ne se mesure plus en millions de kilomètres, mais en années-lumière. Comment les astronomes peuvent-ils étudier des astres distants de plusieurs billions de kilomètres? Avant le lancement de la mission Kepler en 2009, la technique la plus éprouvée pour déceler la présence de planètes était la spectroscopie Doppler. Cette méthode repose sur le fait qu'une étoile, entourée d'une planète, ne reste pas absolument immobile. Bien que beaucoup moins massive que son étoile parente, une planète exerce sur elle une force de gravitation résultant de sa rotation. Lorsqu'une planète passe derrière son étoile de notre point de vue, elle attire l'étoile vers elle. Mais elle la rapproche de nous lorsqu'elle passe devant, ce qui provoque une oscillation de l'étoile. Les astronomes traquent l'existence de cette oscillation des étoiles pour localiser les planètes. À l'aide d'un spectrographe et de puissants télescopes, ils examinent la lumière en provenance de l'étoile étudiée. À la manière d'un prisme, un spectrographe disperse la lumière de l'étoile pour faire apparaître les couleurs qui la composent en un spectre. Une partie de la lumière de l'étoile est absorbée par son atmosphère, ce qui crée de minces bandes sombres dans le spectre. Lorsque l'étoile s'éloigne de nous, ces bandes se déplacent vers la partie rouge du spectre. Quand elle se rapproche, elle se déplace au contraire du côté bleu du spectre. La signature spectrale de l'étoile apparaît ainsi légèrement plus bleue, puis légèrement plus rouge qu'elle ne l'est réellement. Lorsque les astronomes cherchent une planète autour d'une étoile, ils n'ont ainsi qu'à étudier les variations périodiques de son spectre.
Une fois établie la vitesse de l'étoile et le temps qu'elle met à revenir au même point, on peut calculer la masse de l'objet céleste qui a cet impact gravitationnel. Si la masse est très petite, c'est une planète. C'est une méthode efficace qui a permis de découvrir la plupart des premières exoplanètes. De son côté, le télescope Kepler s'appuie sur le transit des planètes pour les découvrir. Cette méthode repose sur l'observation d'une baisse minime de la luminosité d'une étoile qui survient lorsque l'une de ces planètes passe devant elle. La baisse de la luminosité dépend des tailles respectives de l'étoile et de la planète concernée. Quant à la durée du transit de la planète, il dépend de sa distance avec son étoile et de la masse de celle-ci. Avec le télescope spatial Kepler, quand on observe une étoile, on ne voit pas de planète directement, juste une petite baisse de la luminosité de l'étoile quand une planète passe devant. Cette diminution nous permet de déduire la taille relative de la planète par rapport à son étoile. En combinant ces deux techniques, photométrie des transits et spectroscopie Doppler, les scientifiques sont en mesure de calculer le diamètre, la masse et la densité d'une planète. Ce type d'information les aide à sélectionner plus facilement les planètes susceptibles d'être semblables à la Terre et à les identifier avec une plus grande exactitude. On estime que les planètes d'une taille comparable à celle de la Terre ont davantage de chances d'être elles aussi constituées de roches et sont plus à même de posséder une atmosphère proche de la nôtre. Dans le projet Kepler, une planète dite semblable à la Terre est suffisamment petite pour être faite d'une matière assez solide pour qu'on puisse se tenir dessus, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une atmosphère ou un océan. En elle-même, la taille d'une planète ne nous apprend pas grand-chose, surtout en termes d'habitabilité. En effet, l'une de nos voisines, Vénus, a une taille et une masse très proches de celle de la Terre, mais la vie y est presque impossible. D'autres paramètres sont à prendre en compte, tels que la gravité de surface ou encore la taille et le type de l'étoile parente. Une fois qu'on connaît la distance entre une planète et son étoile, et la température de l'étoile, on peut estimer la température à la surface de cette planète. L'un des critères essentiels pour évaluer l'analogie d'une exoplanète avec la Terre consiste en sa composition atmosphérique. L'étude atmosphérique d'une exoplanète peut être effectuée par spectroscopie au cours de son transit planétaire. Durant un transit planétaire, la lumière provenant de l'étoile traverse la couche d'atmosphère qui entoure la planète. L'analyse spectrale de cette lumière filtrée peut révéler la structure et la composition de cette atmosphère. Les astronomes pourraient identifier les planètes les plus semblables à la Terre en recherchant la présence de biomarqueurs, les traces que laisse la vie d'une planète dans son atmosphère. Le dioxygène que nous respirons, par exemple, est présent dans notre atmosphère parce que la vie est apparue sur Terre. Malheureusement, il est extrêmement difficile avec la technologie actuelle d'étudier précisément la composition atmosphérique de ces lointaines planètes. La principale chose qui nous empêche de détecter ces éléments, c'est la technologie. Les instruments utilisés aujourd'hui ne sont pas assez perfectionnés pour nous permettre de le faire efficacement. Mais cela devrait changer avec les missions actuellement en projet, telles que le lancement du télescope spatial James Webb ou d'autres programmes en développement. Kepler observe en permanence plus de 100 000 étoiles comparables à notre Soleil, à l'affût des variations de luminosité qu'accompagnent les transits planétaires. Grâce à cette ingénieuse technique, Kepler a confirmé l'existence de plus de 1000 exoplanètes. Les scientifiques estiment que parmi elles, quelques dizaines peuvent être considérées comme analogues à la Terre. Sachant que des centaines d'exoplanètes ont déjà été identifiées, on ne peut s'empêcher de se demander si l'une d'elles n'est pas une véritable sœur jumelle de notre planète. Le 23 juillet 2015,
l'équipe de la NASA, en charge du télescope spatial Kepler, annonce une nouvelle découverte fascinante. Une exoplanète analogue à la Terre vient d'être localisée. Son nom, Kepler 452b. En quoi cette nouvelle réplique potentielle de la Terre diffère-t-elle de celle découverte précédemment? Kepler 452b est la première planète apparemment rocheuse en orbite autour d'une naine jaune, le même type d'étoile que notre Soleil. C'est une planète située dans une zone habitable dont l'étoile parente est presque un clone de notre Soleil. À peu près aussi chaude que notre Soleil, cette étoile est 10% plus lumineuse et 20% plus grande que lui. Quant au diamètre orbital de Kepler 452b, il est seulement 5% plus large que celui de la Terre. Sur cette planète, une année dure 385 jours, soit 20 de plus qu'une année terrestre. Depuis cette découverte, la Terre est un peu moins seule dans l'univers. Le seul élément qui tempère notre enthousiasme concernant l'habitabilité de cette planète, c'est sa taille. On a calculé qu'elle serait 60% plus grande que notre Terre. Elle n'en reste pas moins la plus petite des planètes analogues à la Terre, trouvée dans la zone habitable d'une naine jaune, semblable à notre Soleil. À ce jour, les scientifiques ne peuvent pas confirmer que Kepler 452b est bien une planète rocheuse. Mais si tel était le cas, son poids serait d'à peu près 5 fois celui de la Terre. Cela établirait la gravité à sa surface à 2 G environ, ce qui signifie qu'un humain aurait la sensation d'y peser le double de son poids. Kepler 452b pourrait posséder une atmosphère dense et nuageuse et connaître une activité volcanique. Ce qui est plus fascinant encore, c'est que cette exoplanète est installée depuis 6 milliards d'années environ dans la zone habitable de son étoile. C'est une durée amplement suffisante pour que la vie soit apparue à sa surface ou dans ses océans. Kepler 452b est plus ancienne que la Terre d'environ 1,5 milliard d'années. Si elle faisait la taille de notre planète, son étoile vieillissante, et donc plus brillante, commencerait à provoquer l'évaporation rapide de l'eau de sa surface. Mais en raison de sa masse plus importante, les astronomes estiment que Kepler 452b pourrait conserver de l'eau liquide pendant les 500 millions d'années à venir. Pour l'instant, c'est la seule planète connue de son système, située à environ 1400 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Nous ne pourrons pas nous y rendre de sitôt, mais il est fascinant d'imaginer qu'au fin fond de l'espace, un monde très proche du nôtre existe peut-être déjà. Et si cette sœur jumelle de la Terre existe, pourquoi n'y en aurait-il pas des milliers d'autres? Moins d'1 an après la découverte de Kepler 452b, une nouvelle avancée importante a été réalisée. À l'aide des télescopes de l'Observatoire européen austral au Chili, des astronomes ont découvert 3 planètes en orbite autour d'une étoile naine de faible luminosité, située à 40 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Verseau. Ces mondes représentent sans doute à ce jour nos meilleures chances de détecter de la vie ailleurs dans l'univers. Le télescope belge TRAPPIST a été utilisé pour suivre la luminosité d'une étoile naine de la constellation du Verseau, qui a été baptisée TRAPPIST 1. À la fois bien moins chaude et bien plus rouge que notre Soleil, TRAPPIST 1 est à peine plus grosse que Jupiter. D'un type très répandu dans la Voie lactée, la durée de vie de ces étoiles est considérable. Mais c'est la première fois que ces planètes sont découvertes autour de l'une d'entre elles. Les 3 planètes ont une taille très proche de celle de la Terre et elles sont susceptibles de présenter des régions habitables à leur surface. L'attrait de cette nouvelle découverte tient au fait que ces exoplanètes analogues à la Terre
sont les premières dont la configuration permet d'y détecter de la vie. Pour rechercher la présence de vie sur une exoplanète de la taille de la Terre, avec la technologie actuelle, il faut qu'elle soit en orbite autour d'une étoile naine particulièrement froide, telle que celle-ci. La luminosité d'une étoile plus brillante, comme notre Soleil, masquerait les éléments organiques présents dans l'atmosphère d'une planète. Pour le moment, rien ne prouve que la vie soit présente sur l'une des exoplanètes découvertes à ce jour. Pas même sur les plus semblables à la Terre, comme Kepler 452b. Pourtant, il est difficile de ne pas se demander s'il aurait pu surgir quelque part une forme de vie douée d'intelligence, ou susceptible d'évoluer vers une vie intelligente. Si l'un ou l'autre de ces mondes éloignés s'est formé il y a plusieurs milliards d'années, comme la Terre, avant de devenir une planète habitable, alors ces composés organiques ont eu le temps de se mélanger suffisamment pour s'organiser en organismes vivants. Ces organismes vivants ont pu se transformer en entités plus complexes, dont certaines ont peut-être évolué davantage encore, jusqu'à permettre l'apparition d'êtres intelligents, dotés d'une conscience. C'est pour cela que la science consacre diverses initiatives à la recherche intensive d'une vie intelligente dans l'univers. Le SETI, l'Institut de recherche d'une vie intelligente, implanté en Californie, est à la pointe de cette démarche. Le travail de cet institut repose en grande partie sur l'utilisation de télescopes radio. Faute de pouvoir explorer physiquement le cosmos à la recherche d'une vie intelligente, les chercheurs tendent l'oreille en quête d'un signal radio. Ce que nous recherchons, c'est un signal qui soit homogène. C'est comme quand vous voulez écouter la radio en voiture. Vous tournez le bouton, vous n'entendez que des parasites, et puis il y a un bruit strident, et vous tombez sur la station. Ce bruit distinctif, c'est celui d'un signal émis par un transmetteur. Ça n'a rien à voir avec des parasites naturels, ceux qui proviennent de quasars, de pulsars, de galaxies, de gaz chauds ou froids. Tous ces phénomènes célestes produisent des signaux radio, mais ce sont des signaux anarchiques. C'est pour cela qu'on recherche des signaux homogènes et qui proviennent de l'espace. Voilà les critères dont nous nous servons pour sélectionner les signaux qu'on recherche. Même si on ne les comprend pas, on saura identifier leur présence sur les ondes. Malheureusement, nous n'avons encore capté aucun signal susceptible d'être formellement attribué à une intelligence extraterrestre. Au cours des prochaines années, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont prévu la mise en orbite de plusieurs télescopes spatiaux qui devraient nous aider à lever le mystère de la vie au-delà des limites de notre système solaire. Le programme le plus ambitieux est le lancement du télescope spatial James Webb, prévu en 2018. Ce projet est le fruit d'une collaboration internationale entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et la CSA, l'Agence spatiale canadienne. Cet observatoire sera à la disposition de milliers d'astronomes à travers le monde. Il étudiera toutes les phases de l'histoire de notre univers, les premières lueurs qui ont suivi le Big Bang, la formation des systèmes stellaires capables d'abriter des planètes habitables et l'évolution de notre système solaire. Ce nouveau télescope, 3 fois plus puissant que Hubble, sera capable d'analyser la lumière d'étoiles filtrée par l'atmosphère des plus proches planètes analogues à la Terre. Il recherchera des indicateurs de vie tels que les gaz atmosphériques généralement liés à des processus vitaux, comme l'oxygène, le méthane, le dioxyde de carbone et l'azote. Le télescope James Webb nous aidera à comparer les atmosphères de différents types de planètes. Ce sera une nouveauté. Un autre projet est en cours, le satellite Khéops, conçu pour la recherche et l'identification d'exoplanètes. Développé par l'Agence spatiale européenne, il braquera des instruments de photométrie à ultra haute précision sur les étoiles brillantes déjà connues pour être entourées de planètes. Avec tous ces lancements de télescopes spatiaux prévus pour les prochaines années, il ne fait aucun doute que la découverte d'une exoplanète habitable
possédant une signature biologique crédible, n'est qu'une simple question de temps. Si nous parvenons à établir la preuve qu'une forme de vie existe sur l'une des milliards d'exoplanètes disséminées aux quatre coins de l'univers connu, les répercussions d'une telle découverte changeront l'humanité à jamais. Si nous trouvions de la vie à un autre endroit du système solaire et qu'une analyse génétique montre que cette vie est bien distincte de celle présente sur Terre, cela aurait un retentissement énorme. Qui sait si parmi les générations actuelles de terriens, certains d'entre nous auront la chance d'être témoins de ce tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, la découverte d'une vie ailleurs dans l'espace.